Merci beaucoup, Chérif Diop, pour le journal en français. Vous l'avez dit, nous recevons Seydou Gueye, qui est le ministre conseiller chargé de la communication de la présidence de la République. Il est ici pour parler avec nous des questions brûlantes de l'heure. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, bonsoir Pape. Bonsoir. Le président de la République a annoncé une cure d'austérité. Depuis quelques jours, on nous parle de la réduction qui sera appliquée sur les factures téléphoniques. On a envie de vous demander pourquoi avoir attendu tout ce temps-là pour prendre une décision de cette envergure. Merci beaucoup Aram pour votre question et merci beaucoup également d'avoir cette préoccupation de l'actualité qui va aider les Sénégalais à comprendre tout le rationnel qu'il y a derrière cette dynamique. Mais il y a lieu de préciser, avant d'entrer dans le vif du sujet, que la dynamique de la réduction du train de vie de l'État a été une des intentions originelles du président Macky Sall. Et si nous prenons le cas d'espèce de la facture téléphonique, on peut, sans risque de se tromper, dire que nous sommes à la deuxième tentative, puisqu'il y a eu, il y a peut-être 3-4 ans, une première tentative qui a fait baisser la facture, qui était à l'origine de 22 milliards, et on a pu réaliser quelques économies en stabilisant la facture autour de 13 milliards, grâce au principe justement du GESCompte, avec le principe de l'autorisation qui est toujours donné par le secrétariat général du gouvernement pour l'ouverture en ligne. Mais il faut comprendre par facture téléphonique le mobile, le fixe et les données Internet. Et ce qui coûte le plus cher en général, ce sont les données Internet, notamment lorsque les usagers du téléphone sont en itinérance. Et aujourd'hui, on fait encore un pas supplémentaire dans cette volonté de rationalisation qui a été organisée de façon très objective, puisque à la mi-août, il y a eu un décret qui a posé le cadre et qui assigne justement des montants en définissant les principaux bénéficiaires et par rapport à la qualité et à la nature du bénéficiaire, donc des montants qui ont été alloués. Des montants qui seront ajoutés sur le salaire de la personne concernée. Bien évidemment, puisque l'option maintenant est une augmentation du salaire. Non, on pourrait tenter de le croire, mais il s'agit en vérité d'une indemnité destinée à l'utilisation du téléphone. Maintenant, vous pouvez me dire qu'il y a un risque que toute la somme qui a été allouée à tel utilisateur ne soit pas totalement destinée à l'usage du téléphone. Mais en vérité, nous sommes dans un processus et cette première décision importante devrait nous permettre de réaliser des économies pour baisser la facture, puisque rien que sur le mois d'août, je pense que l'expérience a montré que le cumul n'a pas été au-delà de 200 millions. Donc tant que c'est possible, il faut tenter de le faire. Et l'objectif est d'arriver à une facture qui serait autour d'1 milliard par année. Puisqu'aujourd'hui, avec le concours des nouvelles technologies, les possibilités qui sont offertes pour être en connexion, pour être un homme connecté via toutes les autres opportunités, il y a lieu de tirer des conséquences pratiques de ces nouvelles innovations technologiques. Oui, par rapport à la réduction de la facture téléphonique, quel devrait être aujourd'hui le rôle de l'ADIE justement pour mettre en pratique cette volonté du président? Puisque l'ADIE dispose des moyens qui devraient lui permettre d'être un opérateur, un fournisseur d'accès, qu'il est déjà au niveau de l'Internet, mais également avec le téléphone. Il devrait nous permettre, normalement, de ne pas recourir à des services extérieurs ou en prestant un opérateur extérieur pour communiquer à l'intérieur de l'administration. Il a l'équipement et je crois que la perspective qui est dégagée et qui complète justement cet exercice de rationalisation, c'est d'optimiser le potentiel et le savoir-faire de l'ADIE pour régler définitivement ce problème. Maintenant, qu'est-ce qui justifie l'urgence aujourd'hui, Monsieur le ministre? Est-ce que nous sommes en situation d'austérité au sens rigoureux du terme, ou bien est-ce qu'on amorce aujourd'hui la phase d'une faillite? Non, du point de vue économique, l'austérité n'a jamais été un levier pour développer. Et l'émergence ne peut pas se faire sur la base d'austérité. Oui, de la rigueur, on en a besoin pour mieux optimiser la dépense publique et gagner en efficacité. Si j'en crois un peu les derniers chiffres que j'ai eus, les progrès accomplis par le gouvernement du président Macky Sall en matière de niveau du fonctionnement de l'État sont appréciables, puisque par rapport au régime précédent, on était à peu près à 12% du PIB. Et aujourd'hui, avec le président Macky Sall, on est arrivé jusqu'à 7%. Ce n'est pas un budget constant, vous me direz, puisqu'on est passé d'un budget de 2 000 milliards à 4 000 milliards. Mais la tendance qui est indiquée, c'est une tendance de baisse. Et ça se vérifie au niveau des instruments d'investissement. Vous prenez le budget d'investissement consolidé, qui est la partie de l'investissement du budget qui est destiné aux populations.
Les progressions du Sénégal sont appréciables, puisque c'est une marche progressive vers la souveraineté budgétaire du Sénégal, puisque sur cette rubrique-là, le Sénégal est capable tout seul d'alimenter le budget d'investissement consolidé à hauteur de 80%. Contre ce qui était le modèle, la référence à l'époque, 20% qui était financé sur ressources propres. Aujourd'hui, le Sénégalais lambda aussi se pose des questions par rapport, c'est bien de rationaliser, mais est-ce qu'on touche là où on devrait toucher véritablement? Et je fais allusion aux institutions constitutionnelles comme la présidence de la République, la HCCT. Est-ce que nous n'avons pas aujourd'hui des institutions budgétivores qui sont privilégiées au détriment justement de la satisfaction des besoins des populations? Non, je ne le pense pas. Vous prenez une seule rubrique, la rubrique des ressources qui sont affectées à l'éducation nationale. C'est 25% du budget national. Vous prenez une rubrique qui est destinée à l'autonomisation des femmes et à l'entrepreneuriat, l'ADER. Elle est approvisionnée pour 30 milliards. Et je ne connais pas une institution de la République qui consomme 30 milliards. Et quand vous avez un budget qui est au-delà de 40 milliards, qui est au-delà de 4 000 milliards, pardon, ce n'est vraiment pas budgétivore que de parler de 7 milliards pour une institution dont on a besoin, qui a certainement besoin, comme vous pouvez le penser, de faire ses preuves en termes d'utilité. Je pense au Haut Conseil, mais il me semble important d'avoir des espaces de dialogue. Quand on a une option d'une décentralisation aussi marquée, nous avons besoin d'un espace de dialogue pour les différents territoires. Un Haut Conseil qui semble être un cadre destiné à ranger une clientèle politique. C'est un point de vue, ce n'est pas le mien. Ce sont des hommes politiques qui sont engagés au service du Sénégal. Il faut trouver des institutions. Maintenant, la question qui me semble essentielle, il faut que ces institutions prouvent leur utilité en termes d'intégration des citoyens sénégalais et en termes de résultats pour faire avancer l'objet pour lequel ces institutions ont été mises en place. Vous prenez le Conseil économique, social et environnemental, il propose, à partir d'une réflexion, d'un travail de commission, des éléments d'orientation pour aider à la décision publique. Le Haut Conseil des collectivités locales, territoriales, il peut servir à cela, puisque nous sommes dans une séquence où nous avons déjà fait l'acte 1 de la décentralisation, mais il faut l'acte 2 de la décentralisation, mais il faut passer à une autre étape. Notamment qui abordera la question liée au financement des collectivités locales. Problème fondamental, fiscalité locale, autonomie des collectivités locales dans le cadre de la libre administration, et puis trouver des mécanismes modernes d'allocation et de dotation des collectivités locales au-delà des deux instruments qui existent. Aram, si vous le permettez, Monsieur le ministre, dans une démocratie moderne, le nerf de la guerre, c'est l'information. Bien sûr. Aujourd'hui, je vais commencer par cette question-là. Pourquoi le président de la République ne voyage pas avec son avion? Qu'est-ce qui se passe? Mais l'avion est en entretien, tout simplement. Justement, c'est ça le problème que nous avons un peu avec les autorités. Pourquoi vous ne communiquez pas à temps? Pourquoi aujourd'hui, sur des raisons, sur des choses que vous jugez anodines, mais qui sont extrêmement importantes pour les populations? Et justement, je vais le mettre dans un cadre beaucoup plus global. Êtes-vous à l'aise aujourd'hui pour parler de l'état de la gouvernance au Sénégal si on sait que depuis 2015, la Cour des comptes n'a pas mis sur la table un rapport, l'IGE depuis 2015, aujourd'hui sur la table du procureur, 17 rapports de l'OFNAC. Êtes-vous à l'aise aujourd'hui pour parler d'une gouvernance sobre et vertueuse si le citoyen n'a pas l'information par rapport à la gestion des deniers publics? Je suis très à l'aise en répondant à cette question, puisque je vais même aller plus loin que vous. Vous parlez de démocratie moderne, moi je vous parle d'une démocratie d'opinion. Avec un concept central, qui est le problème de la bonne gouvernance. Celle-ci s'entend au départ par la disponibilité de l'information du citoyen, la bonne information. Maintenant, vous pouvez être d'accord avec moi, avoir une information sur la disponibilité ou non de l'avion présidentiel ne me semble pas une information structurante de l'état d'esprit du Sénégalais. Si, parce qu'on peut exiger le coût. Ça va coûter combien au contribuable? Oui, non, mais attendez, je suis d'accord avec vous. Mais il faut qu'on reste sur les termes de référence. Il y a ceux qui gouvernent et qui doivent rendre compte selon des procédures. Avoir accès à l'information ne signifie pas mettre le gouvernement sous tutelle ou le harceler. Le gouvernement donnera des informations. L'avion, comme tout autre véhicule ou élément qui est soumis à une maintenance préventive et prédictive, respecte son calendrier de révision. Et en lieu et place, le président de la République, et ça c'est ce qu'il faut saluer, a préféré utiliser le pavillon national sénégalais pour ses voyages. Et sur les rapports? Sur les rapports,
La dernière information que j'ai eue, je l'ai eue par la presse, je pense que le président de la Cour des comptes a annoncé que très bientôt, ils remettront les rapports. L'OFNAC, l'IGE. On en revient. Alors, l'OFNAC et l'IGE, ça c'est au niveau du procureur de la République. Et je m'en tiens à ce que le procureur de la République a dit. Puisque je n'ai pas d'informations là-dessus, et je ne vais pas inventer des choses pour vous faire plaisir. C'est la présidente de l'OFNAC oui. qui, en marge d'un atelier, a dit qu'il y avait sur la table du procureur 17 rapports de l'OFNAC. Maintenant, au nom d'une gouvernance sobre et vertueuse, parce que là, le gouvernement du Sénégal engage du président Macky Sall son deuxième mandat, son second mandat, son dernier quinquennat. Est-ce qu'aujourd'hui, la disponibilité de ces rapports-là n'arrangerait pas les choses par rapport à une certaine spéculation qui est faite, notamment liée à des contrats autres? Non, vous savez, les rapports qui sont sur le bureau du procureur ne sont pas des objets sur lesquels on peut échanger, puisque nous respectons le principe de la séparation des pouvoirs. Par contre, vous, en tant que journaliste, il vous revient, justement, dès lors que vous avez le nombre des rapports consignés et déposés, attestés par la présidente de l'OFNAC, mais de les suivre, puisqu'il n'y a pas de lien entre la présidence de la République, le gouvernement ou l'exécutif et le procureur en matière de transmission de rapport de l'OFNAC. C'est directement transmis au procureur. Mais le chef de l'État qui a toujours dit, excuse-moi, Pape Djibril, qui a toujours dit qu'il veut marquer ses mandats sur le sceau de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, alors qu'on sait que le régime actuel est éclaboussé par des dossiers assez sensibles, l'affaire Petro-Tim, l'affaire de la Falémé, et le plus souvent, il faut qu'on entende de la réaction de l'opposition pour qu'il y ait cette réactivité-là du côté du pouvoir. On en revient encore à ce que disait tout à l'heure Pape Djibril. Pourquoi attendre tout le temps avant de communiquer? Alors, pour ce qui concerne ce que vous appelez les scandales qui éclaboussent le gouvernement, je pense qu'il n'y a pas encore de vérité judiciaire sur toutes ces accusations. Donc le comportement qui me semble le plus adapté à ce contexte, c'est d'attendre et d'écouter. Puisque pour une affaire, la justice a été saisie. Nous n'avons pas encore de vérité judiciaire sur cette affaire. Mais si vous regardez bien, la bonne gouvernance, ce ne sont pas uniquement les séquences contentieuses. C'est d'abord une culture et des dispositions pratiques qui sont mises en œuvre. Et il faudrait peut-être ne pas manquer l'occasion de signaler qu'en l'espèce, il y a eu énormément d'efforts faits par le gouvernement du Sénégal relatifs à la déclaration de patrimoine, même si pour l'instant c'est une médiation imparfaite. Le président de la République, justement, on attend sa déclaration de patrimoine. Même si c'est une médiation imparfaite, je crois que ça, s'il est tenu par les délais, il le fera. Il nous doit deux déclarations de patrimoine, parce que la déclaration de patrimoine, c'est à l'entrée comme à la sortie. Alors non, quand il engage un nouveau mandat. Il y a deux choses. On fait sa déclaration à l'entrée. Ensuite, à la sortie, il y a une évaluation de l'évolution du patrimoine de la personne qui a fait la déclaration. Vous pourrez le donner un délai par rapport à non, moi je me tiens au délai prescrit par la loi. Je n'ai pas exactement le délai imparti pour faire sa déclaration de patrimoine. Je vous demande cela parce que le chef de l'État a fait une sortie à l'endroit des prétendants qui seraient en train de viser le fauteuil présidentiel. Et on voit un président de la République sortir. Je ne vois pas de lien entre la déclaration de patrimoine et les ambitions présidentielles. Non, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il a un prochain mandat en vue, puisqu'on a un président de la République qui aujourd'hui est en train de faire une sortie contre ces prétendants-là au fauteuil présidentiel. Donc ce serait bien que l'opinion puisse savoir, est-ce qu'il a un calendrier caché ou pas? Alors, je le dis en Wolof, nettali gentu jambour mënuma ko. Mais ce que je dis en français, c'est que, pour l'instant, la préoccupation centrale du président de la République, c'est de s'acquitter de ces engagements qui ont été l'objet de son programme que les Sénégalais ont validé à 58%. Et sur ces programmes, c'est 5 orientations majeures. Ça fait 5 mois qu'il est là. Hein? Mais il est en train de mettre en œuvre. Quoi? Je pense qu'en 5 mois, il y a des choses qui sont passées. Concrètement, depuis qu'il est là, ça fait 5 mois qu'il a prêté serment. On a entamé l'émission par une mesure forte, vous l'appréciez ou pas, mais c'est une mesure forte, qui est combinée à une autre mesure, qui est le renforcement de la mobilisation des ressources. Et vous le savez, vous l'avez vu, sur la dernière période, impôts et douanes ont mobilisé plus de 1600 milliards de nos francs. Ce qui nous a permis de payer au moins, sur la dernière période, récemment, 100 milliards dans le secteur du BTP. Et nous sommes en train de mettre en place les mécanismes qui permettent justement d'engager la société civile pour qui nous attendons au moins 1860 milliards dans le financement de la séquence 2 du plan Sénégal émergent. Oui. Donc les choses sont en train de se mettre en place. Ce mandat va être marqué
par des réformes importantes qui permettent au Sénégal d'avancer vers l'émergence. Lesquelles, concrètement? Les réformes fortes. C'est les réformes au niveau du train de vie de l'État, du fonctionnement de l'État. Ça a été fait. Ce seront des réformes qui seront faites au niveau du recentrage du cadre de gouvernance, avec on peut s'attendre à une diminution des agences. Oui. C'est dans le la caisse noire aussi du président de la République. Pardon? La caisse noire du président de la République. La caisse noire, c'est-à-dire? Les fonds spéciaux du président de la République. Mais ça, ce ne sont pas des fonds spéciaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas agir aujourd'hui par rapport au budget, au train de vie même de l'État? Mais au-delà de tirer sur les fonctionnaires. Ce ne sont pas les fonctionnaires. Cette réforme n'est pas faite contre les fonctionnaires. Elle est faite pour l'administration, pour qu'on ait une organisation agile, efficace. Elle est faite pour les populations, pour que celles-ci puissent, en plus des ressources qui leur sont initialement destinées, avoir encore des marges de manœuvre pour avancer davantage, puisque le programme, il est très sollicitatif d'un point de vue du budget, puisque le président a un vrai chantier social. Mais quelles sont les réformes majeures de ce quinquennat? Les réformes majeures, justement. On ne va pas être là et étalonner. Les réformes. Ce quinquennat-là, il est structuré autour de 5 projets majeurs. Projets au niveau de l'industrialisation, avec maintenant la consolidation d'une orientation forte que sont les zones économiques spéciales. Ce quinquennat va être marqué par le renforcement et la consolidation de la dynamique de partenariat public et privé, puisque la phase 2 du plan Sénégal émergent devrait être soutenue et financée par le secteur privé. Ce quinquennat sera marqué par une réforme de notre cadre de vie et notre environnement, puisque les questions de réponse sénégalaise au changement climatique vont passer par la reforestation du pays, par un nouvel urbanisme. Monsieur le ministre, avec un budget dérisoire. La question de Khalifa Sall, puisque la grâce a été agitée. On a vu un président de la République, lors de l'ouverture du dialogue national, nous faire comprendre qu'il fallait qu'on attende que la justice termine son travail. On a épuisé le rabat d'arrêt. On voit un président de la République aujourd'hui qui détient le sort d'un potentiel adversaire et qui aujourd'hui a décidé par sa volonté ou son désir de ne pas le gracier. Alors non, ce n'est pas comme ça. C'est comment alors? Il ne détient pas le sort de Khalifa Sall. Khalifa est là où il est. Khalifa Sall est là où il est par une décision de justice, sur la base de faits que lui-même n'a pas niés. Donc c'est ça la réalité. Tout se passe comme si, en vérité, c'était une intention du président de le mettre là. Non, il y a des faits. La condamnation est définitive. Le chef de l'État a la réalité aussi. Pourquoi il ne le fait pas? La réalité aussi est que le rapport de l'IGE en question n'avait jamais demandé une information judiciaire à l'endroit de Khalifa Sall. Vous avez peut-être la chance d'avoir lu le rapport. Raison pour laquelle le président de la République n'a jamais voulu déclassifier ce rapport. Moi pas. Et je ne m'aventure pas sur ce genre de choses qui me sont interdites en tant que citoyen. Je n'ai pas le droit de lire un rapport de l'IGE. Je n'ai pas le droit de le lire. Donc je ne peux pas parler d'un rapport de l'IGE. Ce qui reste constant, c'est qu'il y a des faits qui, rapprochés aux catégories de délits prévues dans notre code pénal, lui ont valu une condamnation. Merci. Il a épuisé toutes les procédures. La grâce reste une attribution constitutionnelle à la discrétion du président de la République. Il n'est soumis à aucune condition et ce n'est pas par la pression à son désir et à sa volonté. Sa volonté. Maintenant, il faut bien entendre les mots français dans ce qu'ils signifient. Le désir ou la volonté ne signifie pas forcément le bon vouloir. Merci beaucoup, monsieur le ministre conseiller chargé de la communication de la présidence de la République, monsieur Seydou Gueye. C'était tout pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Mention spéciale encore une fois à Chérif Dia. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour le dernier numéro de la semaine. Excellente soirée en compagnie des programmes de la TFM. Merci.